Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Merci à tous d'être aussi nombreux pour ce webinaire sur les abeilles sauvages. Donc, je vais commencer par une petite présentation. Je suis Sarah Bostoen, je suis chargée d'études entomologiste et je travaille sur les abeilles depuis maintenant 4 ans et ça fait 3 ans que je suis à l'OPI. Et je travaille sur un projet européen qui se passe en Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle le Life Wild Bees, où on fait un suivi des populations d'abeilles sauvages dans la région. Voilà, c'est un projet qui a commencé en 2021 et qui se termine cette année. Donc, on va, dans ce webinaire, parler de ce que c'est une abeille, quelles sont les abeilles sauvages, comment on peut les accueillir dans notre jardin. Et voilà, en gros, je ne vais pas partir dans les détails. Certains vont peut-être être frustrés, mais il y aura déjà beaucoup d'informations et j'espère que vous allez pouvoir sortir de ce webinaire avec plus d'idées sur les abeilles et comment partager des informations aux personnes qui ne connaissent pas les abeilles sauvages et, voilà, et comment mieux les observer. Donc là, normalement, vous avez mon diaporama. Donc, on va aller sur le WooClap. Donc, si vous avez un téléphone, vous pouvez scanner le QR code qui est sur cette diapositive. Sinon, vous pouvez aller directement sur wooclap.com et taper le code de l'événement. Donc, j'ai fait le choix dans cette présentation de ne pas trop parler de la pollinisation parce que le sujet de la présentation, c'est la diversité des abeilles sauvages. Et la pollinisation, c'est c'est un gros sujet aussi. Et je n'ai pas le temps. En fait, il faudrait au moins 3-4 webinaires sur les abeilles sauvages, tellement il y a de sujets à aborder dessus. Déjà là, moi, j'ai dû faire des sacrifices pour faire cette présentation, que c'était un peu compliqué. Donc, on va plus se centrer autour des hyménoptères, des insectes, de la diversité, du butinage, quand j'avais vu, qu'est-ce que j'avais vu? Ouais, des méthodes de nidification, je sais pas si je crois que j'avais vu le lectisme, ou les méthodes de butinage des abeilles. Voilà, je vois Maya aussi. Ok. On va retourner sur la présentation. Donc, qu'est-ce qu'une abeille? Donc, effectivement, c'est un insecte qui est composé d'une tête, d'un thorax et d'un abdomen, avec 3 paires de pattes articulées et de 2 paires d'ailes. Sur la tête, on retrouve 2 antennes qui vont lui permettre de sentir, donc c'est des capteurs olfactifs, et 3 ocelles qui vont lui permettre de détecter la luminosité et des yeux composés. Donc, tout d'abord, qui sont les hyménoptères? Donc, les hyménoptères, c'est un ordre d'insectes, du grec ptéron qui signifie aile et hymen membrane, mais il se trouve que ce n'est pas les seuls insectes qui ont des ailes membraneuses. Ce qui les caractérise le plus, ce sont les amulies, ce sont des petits crochets qui se situent sur l'aile postérieure des hyménoptères qui vont permettre de s'accrocher à l'aile antérieure. Et donc, ça viendrait plus du dieu grec hyménier, le dieu du mariage, où les 2 paires d'ailes s'attachent entre elles comme mariées en vol quand les hyménoptères sont en vol. Donc, avec cette définition, est-ce que vous pouvez réagir et me dire où sont les hyménoptères, donc avec les réactions présentes sur Teams? Normalement, je peux voir vos réactions, donc si Léna a bien présenté comment on réagit. Alors normalement, il n'y a pas de main levée. C'est que des réactions soit... alors, il n'y a pas tous les emojis. C'est fait exprès. Certains sont des pièges. Que je vois. Alors, soit vous ne réagissez pas, soit... Si, du coup, il y a pas mal de réactions. Ok, parce que je ne les vois pas. Ok. Ah, beaucoup de cœurs, beaucoup de pouces, beaucoup de visages surpris et de visages qui rigolent. Ok. Ah, c'est dommage, donc je vois. C'est pas grave. Donc, du coup, Léna, tu me diras. Je te rapporterai les réactions. Merci.
Alors, effectivement, donc on a le cœur, donc il s'agit d'une scolie, la scolie des jardins, qui est donc une genre de grosse guêpe. Ensuite, donc on a le visage surpris, qui est aussi un autre type de guêpe, donc plus une guêpe maçonne. Et enfin, le smiley qui tire la langue, où là, il s'agit d'une abeille sauvage. Le premier donc étant un papillon de l'ordre des hyménoptères, le deuxième c'est un coléoptère, la troisième c'est une punaise, ensuite en bas à gauche sur la fleur blanche c'est un cirfe, et tout à droite c'est une libellule. Donc si on reprend la classification du vivant, alors on va pas tout reprendre dans les détails, c'est juste pour savoir comment on arrive jusqu'aux abeilles. Donc, quand on parle des hyménoptères, les abeilles donc, ont un abdomen on a une constriction entre l'abdomen et le thorax, ce qu'on appelle la taille de guêpe, qui se différencie donc des symphytes qui ont un thorax soudé, où il n'y a pas de cette taille de guêpe. Ensuite, donc, on arrive donc chez les apocrites. Donc, les abeilles font partie des apocrites, qui ont la taille de guêpe. Ensuite, on arrive chez les aculéates. Donc, ce sont tous les hyménoptères où les femelles possèdent un dard. Donc, première information, chez les abeilles, seules les femelles peuvent piquer, car elles sont munies d'un dard. Les mâles n'ont pas de dard. Ils peuvent essayer de vous faire mal, mais ce ne sera pas douloureux. Et enfin, chez les aculéates, donc on va avoir les apoïdes et les vespoïdes. Les vespoïdes, c'est donc toutes les guêpes, les frelons, et les apoïdes, c'est là où on va retrouver les abeilles. Donc, comment on distingue les guêpes, les vespoïdes, des abeilles apoïdes? C'est au niveau du thorax, principalement, où on a en fait, je ne sais pas si vous allez voir ma souris, on a un segment au niveau du thorax qui rejoint l'insertion des ailes, pardon, l'insertion des ailes chez guêpes, alors que chez les abeilles, on a une séparation. Le premier segment ne va pas toucher les ailes. C'est un critère qui est très difficile à voir à l'œil nu, je vous l'accorde. Un autre critère, je ne vous l'ai pas mis, mais voilà le critère en question. Donc, sur la photo de droite, on la voit très bien chez les guêpes, où on a le premier segment qui va rejoindre les petites épaulettes que vous voyez là. Donc, c'est la tégula, donc l'insertion des ailes, donc qui se touche, voilà. Et chez les abeilles, eh bien, on a le mésonotome qui passe entre ces premiers segments et la tégula. L'autre critère qu'on peut voir chez les abeilles et chez les guêpes, c'est la présence de poils ramifiés chez les abeilles qui vont leur permettre de collecter du pollen, contrairement aux guêpes qui ont des poils dits simples, parce que les guêpes ont un stade larvaire carnivore, et où donc les femelles ne vont pas collecter de pollen, et donc vont plus avoir des poils pour accrocher les proies entre leurs pattes. Et à l'état adulte, elles se nourrissent de nectar comme les abeilles. Donc là, pareil, je vais vous demander de réagir et de me dire quelles sont les abeilles, où sont les abeilles sur ces photos. Alors, beaucoup de pouces en l'air, de clap et de cœur. Ok. Eh ben, ce sont les bonnes réponses. Donc la première photo, c'est un symphyte, du coup, c'est le clade qui sépare la première séparation entre apocrites, donc la taille de guêpe et pas la taille de guêpe. Ensuite, donc, on a une abeille sauvage, une mégachile, un bourdon, de nouveau la scolie, donc qui est bien fait partie des vespoïdes. Une autre abeille sauvage, du coup la même que tout à l'heure, la guêpe maçonne, une autre guêpe, et enfin le frelon à pattes jaunes.
ça fait partie des vespoïdes. Et donc, au sein des apoïdes, on a deux clades, les abeilles qui sont anthophiles et les spéciformes. Les spéciformes, alors ça ressemble à des abeilles. Alors, vu comme ça ressemble plus à une guêpe, mais ça se rapproche quand même morphologiquement plus des abeilles. Juste leurs larves, c'est comme les guêpes, elles sont carnassières. Et donc, elles vont pas collecter de pollen comme le font les femelles abeilles. Donc, les abeilles, ce sont les véganes des hyménoptères ou qui ont oublié le savoir-faire de chasser. Voilà. Et donc, ce qui les distingue, c'est la présence de poils non branchus chez les spéciformes, donc des poils simples, et des poils branchus chez les abeilles, qui vont permettre de collecter le pollen. Donc, quand on parle d'abeilles, la plupart des gens pensent à l'abeille domestique. Mais est-ce que c'est vraiment juste l'abeille domestique, les abeilles? Est-ce que c'est juste une abeille qui vit dans une ruche, qui a une reine, qui fait du miel? Bien sûr, non. Les abeilles, vous êtes ici pour voir que c'est une grande diversité de comportements, de formes, de moyens de nidification, de socialité, etc. Mais la première chose que je vais vous expliquer, c'est comment on différencie une abeille domestique d'une abeille sauvage. Les critères que vous pouvez voir à l'œil nu. Le premier critère, c'est la forme de la cellule marginale, donc c'est la cellule qui se trouve à l'extrémité de l'aile antérieure, qui est très allongée, et c'est le critère unique, enfin, vous pouvez être sûr que c'est une abeille mellifère, parce que c'est la seule espèce qui a ce critère-là. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Un deuxième critère, c'est sur les pattes, la troisième paire de pattes, les abeilles mellifères ont une corbeille à pollen qui est vraiment très grosse, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a été aussi sélectionnée, c'est parce que elle peut ramener beaucoup de pollen et qui peut, pour nourrir, c'est généralement pour sur les ouvrières où vont pouvoir nourrir le rucher. Enfin, vous pouvez voir aussi sur les yeux. Alors là, pareil, ça va être des critères que vous pouvez voir sur photo, sinon, il faut l'avoir en main pour bien le voir. C'est la présence de poils au niveau des yeux. C'est la seule espèce qui... Enfin, il y en a d'autres, mais elles ne ressemblent pas du tout à l'abeille domestique. Elles sont plus petites et sont beaucoup moins poilues. Donc les abeilles, c'est en Europe près de 2000 espèces. En France, on est à quasiment 1000 espèces avec 983 espèces, qui sont réparties dans 59 genres et 6 familles sur les 7 familles présentes dans le monde. Et c'est une grande diversité de traits de vie. Donc, ce qu'on entend par trait de vie, c'est un ensemble de caractères que peut avoir une espèce. Par exemple, sa période de vol, sa taille, sa socialité, encore son type de nidification, ou encore son choix dans les ressources florales. Donc, pour mieux comprendre les abeilles, on va d'abord parler du cycle de vie. Donc, dès le mois de mars, on va pouvoir voir l'émergence des abeilles. Et pour la plupart des espèces, ce sont les mâles qui vont sortir en premier. Donc, si jamais vous avez un hôtel à abeilles pas loin de chez vous, normalement, en début mars, vous avez pu voir des osmies, l'osmie cornue sortir en premier. Et notamment, ce sont les mâles qui sont reconnaissables avec leur petite touffe blanche sur la face. Donc après l'émergence, les femelles aussi vont finir par sortir et les deux sexes vont se reproduire. La femelle va ensuite chercher à collecter du pollen et du nectar et simultanément va aussi nidifier et pondre ses œufs. Donc là, on a l'exemple d'une nidification d'une osmie cornue. Donc on peut voir les cellules qui sont séparées avec donc les larves qui sont sur leur petit pain de pollen et les séparations qui sont faites avec de la terre. On en était à les larves qui vont éclore, enfin les œufs qui vont éclore et devenir des larves. Les larves vont grossir, se nourrir donc du pain de pollen que la femelle leur a
auront mis de côté. Une fois qu'elle sera assez grosse, elles vont se nymphoser, enfin, elles vont faire un cocon dans lequel elles vont passer le reste de l'hiver dans ce cocon et attendre le début du printemps quand les températures remonteront et où le cycle recommencera. On peut donc, chez les espèces d'abeilles sauvages, on peut différencier, enfin, on a plusieurs types d'abeilles qui peuvent avoir un seul cycle dans leur vie. Enfin, sur une année, il peut y avoir une génération. Chez certaines espèces, il peut y avoir 2 générations, donc qui ont 2 fois ce cycle dans l'année. Ou encore, dans les régions les plus chaudes, des espèces qui ont même 3 générations. Donc, avec ce cycle de vie, on va s'intéresser à 2 étapes importantes, qui sont d'abord la première, la récolte de pollen et de nectar. Donc, chez les abeilles, on parle de lectisme, donc c'est le comportement de butinage, pardon. On peut dire, donc chez les adultes, qui vont se nourrir principalement de nectar, mais aussi un peu de pollen comme ressource protéique. Et les larves vont manger un mélange de pollen et de nectar qui aura été produite par la femelle. Donc chez les abeilles, on a 3 types de trois grandes sous-familles. Enfin, on peut les catégoriser en 3 groupes. Les premières, donc le groupe des langues moyennes. Le deuxième, les groupes des langues longues avec les apidés et les mégachilidés. Et enfin, le troisième groupe qui est celui des langues courtes, avec les andrénidés, les élictidés et les colitidés. Donc, au sein des abeilles, donc on parlait de lectisme, certaines donc, sont plus spécialistes que d'autres sur certaines fleurs. On retrouve des abeilles qui sont dites polydectiques ou généralistes, comme les bourdons par exemple, qu'on va retrouver, on va les retrouver sur un grand nombre de fleurs différentes, qu'on retrouve d'ailleurs un peu partout. Le bourdon terrestre qu'on retrouve dans quasiment beaucoup de milieux, et voilà, qui est assez, voilà, il butine tout ce qui lui passe sous le nez. Enfin, sous les antennes, du coup, plutôt. On a des espèces qui sont plus spécialistes, ou dites oligolectiques, qui vont être spécialistes d'un type de plante, donc soit une famille, soit un genre, soit une espèce, comme par exemple l'andrène de la bryone, Andrena florea, qui est spécialiste de la bryone, donc qui va collecter exclusivement du pollen de cette fleur pour ses larves. Et enfin, on a des espèces qui sont dites intermédiaires, qui butinent quelques groupes de plantes, mais sans être spécialistes ni généralistes. La deuxième étape intéressante, qui, donc, comme je vous l'ai dit précédemment, est un peu fusionnée avec la partie récolte de pollen, c'est la nidification. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la grande majorité des abeilles sauvages sont solitaires, que près de 70% des espèces nidifient dans le sol en France et donc sont dites terricoles. Et d'autres espèces peuvent avoir d'autres types de nidification, comme des abeilles qui peuvent être maçonnes, donc avec la collecte de terre, des colicoles, ou encore colicoles, ça veut dire donc des espèces qui vont nicher dans des tiges creuses ou des tiges à moelle, comme les ronces par exemple, ou encore hélicicoles, donc qui vont nicher dans des coquilles d'escargot. Et donc il faut savoir que la présence de ces lieux de nidification sont tout aussi essentiels que la présence de la ressource florale pour les abeilles. Mais chez les abeilles, on a aussi des abeilles qui sont dites hôtes et des abeilles dites coucou ou kleptoparasites. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'une abeille coucou? Est-ce que c'est une abeille qui fait coucou? Est-ce que c'est une abeille qui squatte le nid d'une autre abeille pour y pondre un œuf et l'autre abeille devient la nounou de l'intrus? Ou alors c'est une abeille qui fait un braquage pour du pollen en menaçant l'espèce hôte? Ou alors c'est une abeille qui défend les nids des autres espèces en volant leurs parasites?
Alors, écoute, tu as plein de réactions. C'est très varié. Il y a un petit peu moins de pouces, mais sinon, tu as toutes les autres. Ah! Alors, je vais faire des déçus, hein. Mais c'est pas une abeille qui fait coucou. C'est une abeille qui est un peu qui a un peu profité du système et qui va squatter le nid d'une autre abeille pour y pondre son œuf et la larve va se nourrir de ce que l'abeille hôte va ramener. Voilà, donc et en plus de ça, donc les larves de ces espèces dites coucou sont plus précoces, donc vont éclore avant les œufs de l'abeille hôte et vont pouvoir donc se nourrir des ressources présentes dans le nid. Donc ces abeilles hôtes peuvent avoir plusieurs espèces parasites et ces abeilles parasites, enfin les abeilles coucou parasitent plusieurs espèces aussi. Et aussi donc les d'autres, enfin une espèce coucou d'une famille peut parasiter une espèce hôte d'une autre famille. Et donc en tant que, enfin pour les écologues, un fort taux d'abeilles kleptoparasites atteste d'un bon état des communautés d'abeilles sauvages. Et pour cette diapositive, enfin, pour cette présentation, j'ai utilisé beaucoup de photos de Monique Berger. Je ne sais pas si vous connaissez son livre, qui s'appelle Découvrir les abeilles sauvages. Découvrir les abeilles sauvages. Dedans, il y a de très belles photos. Et donc, avec Lopi, donc, on a eu les droits de ces photos. Et donc, j'ai pu en utiliser beaucoup pour ce webinaire. Et donc, dans ce livre, elle nous a présenté une photo d'une sphécode qui sortait du nid d'une colette, qui est une rencontre assez rare, parce que normalement, les abeilles coucou vont éviter au maximum la rencontre avec les espèces hôtes, et pour éviter de devoir utiliser de l'énergie pour se battre. Et d'ailleurs, il faut savoir que les abeilles coucou ont un dard plus puissant, justement, pour pouvoir affronter les espèces hôtes qui sont peut-être un peu plus grosses qu'elles et pouvoir s'en sortir. Donc là, on va partir sur le plus gros de ce webinaire, c'est la présentation des 6 familles. Alors, je ne vais pas présenter toutes les 983 espèces de France, parce qu'on en aurait pour longtemps, et d'autant plus qu'on n'a pas toutes les informations pour toutes les espèces. C'est un groupe taxonomique qui est encore qui a besoin d'études sur le sujet et pour lesquelles on n'a pas toutes les informations sur leurs écologies. Donc, je vais présenter assez succinctement des espèces facilement reconnaissables sur le terrain et des petites anecdotes sur certaines d'entre elles. Voilà. Donc, la première famille que je vais vous présenter, ce sont les Andrénidés. Donc, c'est une famille qui donc, fait partie des abeilles à langue courte, parmi lesquelles donc, on va retrouver le genre Andrena, Meliturga et Panurgus. Là, je vous ai mis pour les Meliturga la photo donc au-dessus, vous avez la femelle et la petite photo dans le coin. Il s'agit d'un mâle. Donc moi, je le trouve assez rigolo parce que sa tête ressemble un peu à une tête de mouche. Voilà, il a des énormes yeux très globuleux et je trouve ça assez fascinant. Bon, c'est pas le plus beau, mais il est original, quoi. Il est sympa. Là, je vais faire donc un petit zoom sur un genre, donc les andrènes, qui est le genre d'abeilles chez qui on retrouve le plus grand nombre d'espèces en France, avec 182 espèces, donc de toutes les tailles et toutes les couleurs, des très poilus, d'autres moins poilus, comme celle-ci. Et on les reconnaît avec une brosse de pollen une brosse de récolte assez particulière qui se trouve au niveau de sa patte postérieure. Qui est composé de floculi. Donc, ce sont des poils bouclés qui sont situés voilà, au niveau au niveau de ici. On va passer la deuxième famille. Donc là, c'était assez court parce qu'on avait c'était quand même une petite famille où il n'y avait que 5 genres. Là, on va passer sur une famille où il y a
plus de genres, il y en a 19. Donc c'est une famille avec des abeilles à longue langue, parfois très longues, et c'est une famille très diversifiée. Et c'est dans cette famille-là qu'on va rencontrer les seules espèces sociales organisées en castes, c'est-à-dire donc avec reine ouvrière, à savoir les abeilles mellifères et les bourdons. Donc les abeilles de cette famille que vous connaissez et que vous voyez régulièrement et pour lesquelles vous avez peu de doutes sur ce qu'il s'agit, ce sont donc les abeilles mellifères avec le genre Apis, donc le seul représentant en Europe de ce genre. Le genre Bombus, les bourdons, parmi lesquels, donc en France, on compte 46 espèces de bourdons. Voilà, et qui donc, comme je l'ai dit précédemment, donc, ont un système de caste, donc ils ont à peu près le même mode de vie que l'abeille mellifère, mais leur colonie est nettement plus petite que l'abeille mellifère. L'abeille mellifère, on est à 1 millier d'individus par ruche, alors que le bourdon, on est à grand max une centaine d'individus. Et les bourdons, ne nichent pas dans des ruches, mais nichent plutôt, la plupart du temps, pour la plupart des espèces, sont terricoles. Donc, ils nichent sous terre, dans des cavités de type, des anciens terriers de micro-mammifères ou voilà, des petites cavités sous le sol. Voilà. Et le genre Xylocopa, donc Xylocope ou l'abeille charpentière, que vous voyez aussi qui est énorme, voilà, quand elle vole, elle fait du bruit et donc on l'entend très vite et on la voit très bien. Et on va faire un petit zoom sur ce genre-là, sur les Xylocopa. Chez les Xylocopes, on retrouve 4 espèces en France. Le Xylocope violette, la Xylocope irisée, la Xylocope panarde et la Xylocope brune. Bon, celle-là, elle est plus localisée dans le Var, donc on est plus sur 3 espèces que sur 4. Même si, techniquement, on est 4 espèces. Ce qui est important de savoir, c'est que la Xylocope violette, c'est l'une des plus grosses abeilles européennes, donc avec une taille de 2 à 2,5 cm. Alors, on est comme ça, c'est pas énorme, mais donc, si vous prenez une taille de 2 euros, et ben, c'est le diamètre d'une pièce de 2 euros. Et en comparaison, la plus petite espèce d'abeille d'Europe mesure entre 3 et 4 mm. C'est la nomioïde minuscule, qu'on verra un peu plus tard dans cette présentation. Très brièvement, ça équivaut, si vous prenez une pièce de 2 euros, c'est la bordure argentée de la pièce de 2 euros. Voilà. Vraiment, je suis même pas sûre. Un grain de riz est plus petit. C'est plus petit qu'un grain de riz. Très petit. Et donc, si vous voyez des xylocopes, vous pouvez identifier les mâles, seulement, je précise, seulement les mâles de xylocope violette qui ont des antennes assez particulières. Si vous regardez les 11e et 12e articles antennaires, ils sont orange, et c'est la seule espèce de ce genre-là qui a cette coloration au niveau de ces derniers articles antennaires. D'ailleurs, pour différencier les mâles des femelles chez les abeilles, les mâles vont avoir des antennes plus longues que les femelles et un nombre d'articles antennaires plus élevé. On est à 13 articles antennaires chez les mâles, 12 articles antennaires chez les femelles. Mais là, il faut voir soit sur photo, soit à la loupe. Bien sûr, on ne peut pas le voir à l'œil nu. Et sinon, ce qui est possible de voir, c'est que les mâles ne possèdent pas de brosse de récolte parce qu'ils ne s'occupent pas de la nidification et sont un peu plus sveltes. On voit plus la taille de guêpe que chez les femelles et sont généralement plus petits que les femelles. Et ils sont plus allongés. D'autres genres des apidés, ce sont des genres que peut-être que vous connaissez moins. C'est par exemple les Tetralonia et les Eucères. Alors, les Tetralonia avant étaient un sous-genre des Eucères, donc elles sont sensiblement similaires. Voilà. Les mâles se reconnaissent.
c'est difficile de faire le distinguo sur le terrain entre Eucer et Tetralonia. Ce que vous pouvez voir, c'est chez les mâles d'Eucer, en fait, ils ont de très très longues antennes, des antennes qui peuvent atteindre leur abdomen. Donc, c'est des espèces, voilà, c'est les seuls genres avec d'aussi longues antennes. Ensuite, on a les Amégilas, les Anthophores et les Ceratina. Les anthophores on peut voir actuellement Anthophora plumipes, l'anthophore plumeuse, qui, comme critère distinctif, c'est la présence de genre de poils, enfin ça fait un aspect de plume, enfin c'est des poils en fait qui sont assez longs au niveau de ses pattes avant, et c'est pour ça qu'elle porte ce nom-là. Et les cératines, donc c'est des abeilles avec une cuticule, donc euh, la surface de leur thorax et abdomen, qui est de couleur généralement bleue. Il y en a qui sont noires, mais bleu métallique, donc qui se voient très bien et elles sont très jolies. Et donc chez les apidés, on a aussi, on a aussi donc les abeilles dites coucou. Bien sûr, des abeilles coucou, on en a dans quasiment toutes les familles. Chez les apidés, donc on en a un grand nombre. Et comme vous pouvez le voir, le critère principal qui permet de distinguer les abeilles coucou des autres abeilles, c'est qu'elles sont pas poilues, qu'elles ont des allures de guêpe, mais comme je vous l'ai dit précédemment, bah, elles n'ont pas besoin de collecter de pollen, comme elles squattent les nids des abeilles hôtes pour pondre leurs œufs. Elles vont juste aller, voilà, elles vont quand même se nourrir de nectar, même en tant que larves, mais n'ont pas de brosse de récolte. Donc elles sont un peu plus... Mais elles ont quand même des poils branchus si on les regarde sous une loupe binoculaire ou à la loupe. Mais voilà, ça c'est ce qui permet de les distinguer des guêpes. Euh, voilà. Là, on va faire un petit zoom donc, sur l'une de ces espèces, de ces genres-là, le genre Nomada. Donc, leur nom vernaculaire, c'est les abeilles nomades. Et c'est le deuxième genre avec le plus grand nombre d'espèces en France, avec 109 espèces. Et elle va parasiter un grand nombre de familles, enfin, un grand nombre d'espèces, pardon, de familles différentes, comme les andrènes, qui font partie des andrénidés, les lasioglosses, enfin, il y a les panurges aussi, et les lasioglosses, qui font partie de la famille des alictidés, qu'on verra juste après. Et ces abeilles, donc ces nomadas, sont facilement reconnaissables à leurs allures de guêpe. Il y en a beaucoup qui sont jaunes et noirs, certaines qui sont rouges, certaines sont totalement rouges, ou avec juste l'abdomen rouge. On les voit patrouiller au sol au printemps à la recherche des abeilles donc, qui sont terricoles. Voilà, si vous voyez un genre de guêpe patrouiller au sol, c'est probablement une nomada. Et donc là, si vous regardez la photo, vous allez me dire, bah, elle a une drôle de position, cette abeille. C'est un mâle qui est en train de se... Donc, soit la photo a été prise le matin, donc à l'aube, ou là au crépuscule. C'est un mâle qui était qui est en train de dormir, qui est accroché à une petite brindille avec ses mandibules. Et donc, ça m'amène à parler de comment ça se passe pour les abeilles la nuit. Alors, donc, les femelles, elles, ont le luxe de pouvoir retourner au nid pour s'occuper des larves, mais aussi pour s'abriter pendant la nuit. Mais les mâles, eux, doivent se dépouiller. Donc les mâles, soit vont avoir l'option de s'accrocher des brindilles, ça dépend des genres, mais un grand nombre de genres vont s'accrocher à des tiges de plantes avec leurs mandibules et rester figés toute la nuit. Ou alors, certains vont se regrouper à ce qu'on appelle des dortoirs, où, par exemple, chez les collettes ou chez les eucères, on va avoir des regroupements de mâles au niveau des fleurs. Donc, c'est assez mignon à regarder. Voilà, si jamais vous en croisez cet été, vous pouvez les prendre en photo, c'est super mignon.
On va passer à une autre famille, les colétidés. Donc, les colétidés, ce qui permet de les distinguer, alors, il n'y a pas de critères visibles à l'œil nu, c'est sous l'albino, on a elles ont une langue dite bilobée, donc une langue qui est en 2 parties. Et on va faire un zoom sur un genre assez particulier qui est les iléus. Donc c'est une petite abeille qui mesure entre 4 et 9 mm et qui n'a pas de brosse de récolte. Mais ce n'est pas pour autant une abeille coucou. C'est une abeille qui transporte le pollen directement dans leur jabot. Voilà, c'est leur principale caractéristique. Donc voilà, elles ont une allure d'abeille coucou, mais ce n'en est pas. Et la plupart des iléus font leur nid dans des tiges creuses ou alors des tiges à moelle. Les femelles, donc là, sur la photo, c'est un mâle, mais les mâles et les femelles sont similaires. Les mâles se distinguent un peu plus que les femelles avec leur masque sur la face qui est plus visible et plus grand. Donc là, vous pouvez voir sur cette photo donc le masque du mâle qui est blanc. Voilà, c'est ça qu'on appelle le masque. Et aussi, si jamais vous attrapez des mâles, que vous les tenez en main, bon alors, si vous vous faites piquer, bon, ce sera une femelle, mais après, les femelles, il faut savoir que les abeilles sauvages, la plupart, quand elles piquent, on ne sent rien. Leur dard est tellement fin, en fait, qu'il ne transperce pas la peau. C'est juste, on sentira par contre si on attrape des abeilles coucou, comme je vous l'ai dit, qui ont un dard un peu plus puissant, ou alors des xylocopes ou des bourdons. Là, on va le sentir, mais sinon, la plupart des abeilles sont petites et ont un dard très fin et elles n'ont pas du tout la même quantité de venin que les abeilles domestiques. On va beaucoup moins sentir la douleur. Voilà, c'était la petite parenthèse sur les piqûres d'abeilles. Les mâles donc d'Ileus vont dégager une odeur de citronnelle. Voilà, voilà. Donc, si vous en attrapez, vous pouvez les sentir et ça sent le citron. Alors là, on en est à la 4e famille, les halictidés. Donc c'est des abeilles à langue courte et qui sont toutes terricoles. Là, je vais vous présenter 3 genres que vous pouvez distinguer sur photo ou si vous en capturez, ou même si vous arrivez à les voir butiner sur les fleurs. Ce sont les genres Halictus, Celadonia et Lasioglossum. Leur point commun à ces 3 genres, c'est la présence d'un sillon longitudinal sur leur dernier segment abdominal. Donc c'est cette bande au niveau du dernier tergite. Donc le tergite, c'est ce qu'on appelle un segment abdominal. Donc une zone qui n'a pas de poils et qui est qui est en longueur. Pour distinguer les Halictus des Celadonia, on va regarder les bandes de poils sur leurs segments abdominaux. Cette bande de poils va être située en bas du segment, alors que chez les Lasioglossum, cette bande de poils va être située en haut. Donc effectivement, faut avoir l'œil, mais sur photo, ça se voit plutôt bien. Et pour distinguer les Halictus des Celadonia, c'est que les Celadonia sont des abeilles avec un corps à reflet métallique, souvent doré. Voilà, donc c'est le principal critère d'ailleurs. Certaines sont plus vertes dorées. Là, on est sur une Celadonia suborata. Là, si je ne me trompe pas, son nom commun, c'est l'halicte doré, voilà, qui porte donc bien son nom et qui est très joli. C'est un vrai petit bijou. Un autre genre que vous pouvez voir, alors si vous habitez dans le sud, ce sont les Cystropha, et notamment l'espèce Cystropha cuvicornis, qui, donc, pour la femelle, en plus des brosses de poils sur les pattes postérieures, elle a une pilosité sur la face ventrale et les côtés de l'abdomen qui lui permettent de stocker plus de pollen. Donc, elle peut avoir l'abdomen complètement recouvert de pollen. Et les mâles aussi sont facilement identifiables sur le terrain parce qu'ils ont les bouts de leurs antennes est enroulé
et ça forme, on dirait un petit triangle. Voilà, c'est une petite originalité de ce genre-là. Et là, je vais vous présenter une nouvelle espèce qui a été trouvée en France et même en Île-de-France en 2024. C'est Dufourea inermis. Alors, je n'ai pas son nom vernaculaire en tête. Voilà, c'est une nouvelle espèce pour la France qui a été découverte dans la forêt de Fontainebleau en 2024. Et la population a pu être confirmée en 2025 avec l'observation de plusieurs dizaines d'individus, mâles et femelles. Voilà. Donc, c'est une super nouvelle pour la connaissance sur les abeilles sauvages en France. Du coup, pardon, non, c'est toujours le même genre, c'est les Aegyptidae. D'autres genres que je ne vous ai pas présentés, c'est les Coelictus nomioides. Donc, c'est des genres qui, du coup, comme je vous présentais pour les Xylocopes, c'est les genres les plus petits qui existent en France et même en Europe, qui font 4 mm. Après, on a le genre Rophites aussi, qui est un peu plus rare, et les sphécodes. Donc les sphécodes, elles ne sont pas rares, ce sont des abeilles coucou qui donc vont parasiter de nombreux genres de nombreux genres et même des genres de familles autres que Alictidés comme les collettes qu'on a pu voir juste avant la sphécode qui sortait du nid de la collette. Du colette, pardon. On va faire un petit zoom sur les lasioglossums. L'asioglossum porte le nom vernaculaire de lasioglosse, ou encore abeille de chemin, ou encore l'abeille de la sueur. Plein de noms. Alors, vous pouvez dire le nom que vous voulez. Voilà, mais pour moi, ça reste l'asioglossum, qui regroupe donc un ensemble de 102 espèces, et c'est le troisième genre qui termine le podium, avec donc 102 espèces. Pourquoi l'asioglossum? Parce que les lasioglossums, donc lasio, ça veut dire poilu en grec, et gloss, la langue. Et sur les photos que je vous ai mis, donc on peut voir la langue, la langue qui est poilue, et c'est c'est le seul genre qui porte bien son nom, qui a la langue poilue. Et enfin, c'est aussi donc c'est un genre où de nombreuses espèces de ce groupe eusocial. Alors, qu'est-ce qu'on entend par eusocial? Eh bien, c'est une certaine forme de coopération qui permet d'apporter des soins aux jeunes, on peut retrouver donc chez un ensemble d'individus des colonies qui se forment ou des bourgades, et elles vont coopérer entre elles, s'aider entre elles, et cette coopération peut se faire seulement parce qu'il y a un chevauchement d'au moins 2 générations d'individus sur l'année, et qu'il existe aussi des femelles spécialisées pour la reproduction. Et d'autres espèces peuvent s'investir dans d'autres tâches comme la garde du nid ou la collecte de pollen, etc. Donc là, sur la photo, on a un individu qui surveille le nid en haut, voilà, qui laisse. Alors, non, c'est plutôt celui du bas, qui va laisser rentrer l'autre individu qui a peut-être collecté du pollen. Avant-dernier genre, ce sont les Megachilidés. Donc, leur caractéristique principale, c'est la présence d'une brosse de récolte au niveau de la face ventrale de leur abdomen, qui est généralement de couleur différente du reste du corps, donc qui est bien visible. Ici, sur cette hériade, on peut voir donc, alors là, elle a du pollen, mais elle peut avoir donc les poils jaunes en dessous de son abdomen. Et donc les mégachilidés, c'est une diversité de méthodes de construction de nids. On peut avoir donc les abeilles maçonnes, comme les osmies. Enfin, les osmies qu'on retrouve dans les hôtels à abeilles, parce que toutes les osmies ne nichent pas dans les hôtels à abeilles. Les abeilles dites résineuses, donc qui vont boucher leur nid avec de la sève. Les abeilles coupeuses de feuilles,
comme les mégachilles, des abeilles coupeuses de pétales de fleurs. Elles sont plus dans la décoration, mais voilà, elles ont du goût. On a les abeilles hélicicoles qui vont nicher dans les coquilles d'escargots. Donc on a par exemple deux espèces, Osmia orulenta et Osmia bicolore, qu'on peut voir transporter des brindilles jusqu'à au-dessus de leur coquille d'escargot, et elles vont faire un genre de petit temple au-dessus de la coquille d'escargot pour protéger la coquille des intempéries, des prédateurs. Donc c'est loin d'être discret, mais c'est monumental. Et on a les abeilles cotonnières, donc qui, elles, vont récolter des petits poils ou trichomes qui sont présents sur des espèces de plantes qui présentent des poils comme les pierres de Byzance. On a j'ai oublié, la consoude par exemple, voilà, qui peut avoir ce genre de poils, et ces abeilles-là vont les récolter. D'ailleurs, on va faire un petit zoom sur cette abeille cotonnière, et notamment les mâles d'une espèce, par exemple Antidium manicatum, qui a un comportement très, très, très territorial. Il va protéger la ressource en nectar sur son territoire pour attirer les femelles et pour pouvoir s'accoupler avec. Sur cette espèce-là, et sur les mâles, on a la présence d'épines au niveau des derniers segments de l'abdomen qui vont lui permettre d'attaquer ou défendre du coup, les ressources florales par la force. Donc si vous avez donc, des plantes chez vous qui ont des poils, il y a aussi la bourrache que j'ai oublié de mentionner, vous pouvez peut-être y voir donc, des mâles de cette antidie attaquer n'importe quel insecte tentant de voler son nectar. Donc il peut attaquer des bourdons, des abeilles mellifères, des papillons, des coléoptères. La taille, ça ne lui fait pas peur. Genre, il attaque n'importe qui tant qu'il trouve une femelle. Des fois, il peut même attaquer les femelles. Genre, s'il s'est déjà reproduit avec une autre abeille, voilà, il peut même attaquer sa propre espèce. Donc, il veut vraiment défendre son territoire à fond. Donc, c'est très, très marrant à regarder. Si jamais vous pouvez en observer, vous pouvez les filmer. Et il y a des vidéos aussi sur YouTube de cette espèce-là qui sont assez impressionnantes. Et donc, chez les mégachilidés, donc je n'ai pas pu tout présenter. On peut mentionner, par exemple, les Lycurgus. Donc, c'est une espèce qui est assez caractéristique, notamment Lycurgus cornuta, qui a une petite corne sur le front. Donc, on peut voir sur la photo. Là, c'est le quatrième genre, pardon, qui a une petite corne sur le front. Ça lui fait une petite casquette. Et voilà, c'est aussi rigolo. Et voilà, c'est la seule espèce qui a cette... il y a les osmies qui peuvent avoir, donc bicornis ou tricornis qui peuvent avoir des cornes. Et on a, vous avez peut-être entendu parler la mégachile du diable, qui a aussi des cornes sur la tête, qui vit en Australie. Mais donc celle-là a juste une corne plate sur la tête qui lui fait une petite casquette. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut aussi présenter? Les Célioxys, donc par exemple, les Stélistes, Dioxys aglaoapis, pardon, c'est très dur à prononcer, et les Célioxys, donc qui sont des abeilles coucou des mégachilidés. Les Célioxys sont remarquables par leur abdomen qui est en pointe. Enfin, elles ont vraiment une forme conique et donc qui est facilement identifiable. Enfin, le genre est facilement identifiable à vue. Et enfin, on termine avec une dernière famille qui est la famille des Mélitidés, où on y retrouve 3 genres et 17 espèces. Donc c'est une petite famille où on va retrouver les Dasypoda, donc l'abeille à culotte. Alors pourquoi l'abeille à culotte? Eh bien c'est parce qu'elle a... ah oui, j'ai oublié de dire aussi que cette famille-là, c'est une famille qui a des langues de taille intermédiaire. Voilà,
la première famille qui était dans mon arbre des différents groupes avec les différentes tailles de langue. Donc les Dasypoda, donc les abeilles à culottes, elles sont appelées comme ça parce qu'elles ont des pattes arrière avec des poils très développés et qui donc, fait une forme de les anciennes culottes du j'ai pas envie de me tromper sur la période historienne, mais les anciennes culottes que portaient les gens avant. Et donc ça lui fait des énormes pattes et qui donc quand elle est pleine de pollen, bah, elle est un peu dodue. On a les macropis, avec par exemple Macropis europaea, qui est une espèce spécialisée sur la lysimaque. Donc on va retrouver au niveau des milieux humides et le genre Melita. Donc on a fini avec la présentation des familles. Là, sur cette dernière partie de la présentation, je vais surtout vous présenter donc, les menaces qui pèsent sur les abeilles, comment on les accueille, etc. Donc, quelles menaces pèsent sur les abeilles? Donc, non, vous les connaissez. Donc, c'est l'urbanisation, la simplification paysagère, ou encore l'utilisation d'intrants chimiques, ou encore la fragmentation des habitats, notamment en milieu agricole, où les sites de nidification peuvent être très éloignés du site des ressources florales, ou encore le dérèglement climatique avec les changements de température, la modification de la période de floraison des espèces de plantes qui peuvent être associées à des espèces d'abeilles ou inversement des espèces d'abeilles spécialisées sur certains types de plantes qui vont être perturbées parce que les fleurs auront déjà, les fleurs n'auront plus de nectar à fournir. Voilà, tout plein de problèmes liés au dérèglement climatique. Alors, comment les accueillir chez soi? Alors déjà, le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'espacer les tontes dans votre jardin. Arrêtez la tonte compulsive. Dès que l'herbe fait 10 cm de haut, on ne tombe pas. Ou alors faire de la tonte différenciée. Laissez un coin de votre jardin sauvage pour laisser des fleurs locales et sauvages se développer et pouvoir proposer aux insectes des ressources locales. Vous pouvez donc limiter, mais le mieux c'est de stopper l'utilisation d'intrants chimiques comme les pesticides, les fongicides ou encore les fertilisants. Et le message qui est à donner, c'est que pour les insectes, le mieux c'est de ne rien faire et ils vous remercieront. D'ailleurs, en automne, ne taillez pas le lierre parce qu'il y a une espèce d'abeille qui est automnale et qui va se nourrir exclusivement des fleurs de lierre, qui est le collecte du lierre, qui donc va collecter exclusivement le pollen présent sur les fleurs de lierre. Vous pouvez installer différentes zones de nidification chez vous, comme des zones de terre nue. Alors, c'est pas forcément vraiment un grand espace que de la terre battue, ça peut être des zones où vous n'arrivez pas à faire pousser des fleurs et qui du coup restent un peu à nu. Ça, les abeilles en raffolent parce que déjà 70% des abeilles donc, sont terricoles, donc vont être friandes de ces zones-là. Vous pouvez installer des petits fagots de tiges à moelle ou creuses, comme les ronces ou le sureau, ou des tiges creuses comme le bambou. D'un diamètre assez faible, il ne faut pas que ça dépasse les 10 mm. Laisser des brindilles, du bois mort exposé au soleil, par exemple les xylocopes, ou encore des bûches de bois percées réparties dans votre jardin, exposées pareil au soleil pour, par exemple, les osmies. Et les hôtels à abeilles dans tout ça. Alors, les hôtels à abeilles, le mieux, c'est de les éviter. Pourquoi? Parce que alors, ça ne contribue pas à la préservation des abeilles sauvages. Ça reste intéressant que pour un petit nombre d'espèces, comme par exemple les osmies ou d'autres abeilles qui vont nicher dans des cavités
aérienne, mais comme je vous l'ai dit, donc, et je vous le rappelle, 70% des abeilles sauvages sont terricoles, donc ne vont pas avoir besoin de ce type de zone pour nidifier. Cependant, ça reste un très bon outil pédagogique pour aborder le sujet des abeilles sauvages et pour les observer, pour voir comment les femelles nidifient, apportent la terre pour construire les opercules de leur nid, apporter le pollen, etc. Et voir les mâles sortir au début du printemps et attendre que les femelles sortent. Et donc le conseil que je peux vous donner, c'est de privilégier plutôt des petits hôtels plutôt que les gros et de les exposer bien sûr plein sud, parce que si l'hôtel est exposé à longueur, enfin qui est à l'ombre à longueur d'année, ça ne va pas plaire aux abeilles. Et les ruches dans tout ça. Alors, les ruches. Les ruches, bah, les ruches, c'est pour une seule espèce, c'est pour l'abeille mellifère. Et l'abeille mellifère, eh ben, c'est qu'une seule espèce parmi les 1000 espèces d'abeilles en France. Donc le mot qui est à retenir, c'est que installer des ruches pour préserver les abeilles sauvages, c'est un peu comme installer un poulailler pour sauver les oiseaux. Un poulailler, donc ça serait par exemple parce que bah, en France, on a 570 espèces d'oiseaux. Et du coup, la poule, c'est qu'une espèce parmi ces 570 espèces, d'autant plus qu'elle est domestiquée par l'homme, donc qui se porte globalement bien. Quand on parle de la disparition des abeilles, ce n'est pas l'abeille domestique, c'est bien les abeilles sauvages, avec la réduction des habitats et la réduction des ressources donc, florales, des sites de nidification, etc. L'abeille domestique a l'homme pour s'occuper d'elle, ça va plutôt bien. Et d'autant plus que depuis quelques années, donc on a des publications qui indiquent une compétition entre les abeilles sauvages et les abeilles mellifères pour les ressources florales. Mais ces effets, bien sûr, fluctuent en fonction de la taille des ruchers, de la densité des ruchers sur le territoire et de la spécificité du contexte local. Et d'ailleurs, une étude a révélé qu'une forte densité de ruches contribuerait à la transmission de maladies contagieuses vers les espèces sauvages. Donc on évite les ruches. Et donc si on offre le logis, il faut aussi offrir le couvert. Et pour ça, il faut privilégier donc des fleurs locales et aussi diversifier. Il faut semer donc des fleurs de différentes familles, de différentes formes, de différentes couleurs. Voilà, parce que comme on l'a vu, les espèces d'abeilles sauvages ont des types de morphologie différentes, des petites langues, des grandes langues, donc des fleurs à grosses pétales ou de privilégier des fleurs à petites pétales. Voilà, des fleurs qui fleurissent entre le printemps et l'automne, parce qu'on a les premières abeilles qui vont sortir dès le mois de mars, et d'autres qui vont rester jusqu'à la fin de l'été, voire début octobre. Donc, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez, donc, si vous le souhaitez, identifier au genre des abeilles avec le site, par exemple, ID My Bee, normalement, Léna va vous partager sur la conversation les liens de ces différents sites que je vais vous présenter. Le site du SAPOL, donc le SAPOL, c'est un projet qui a été qui a été mis en place avec les acteurs de la Wallonie, les Flandres et le nord de la France pour un plan d'action transfrontalier en faveur des pollinisateurs sauvages. Donc c'est plus et donc, sur leur site, vous retrouverez une clé d'identification au genre. Donc, ça concerne plus les abeilles du nord de la France, jusqu'au bassin parisien, par exemple. Au sud, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il n'y aura pas tous les genres. Mais ça peut être déjà une sacrée aide. Pour les franciliens, même pour d'autres vous pouvez quand même aller jeter un œil pour ceux qui ne sont pas d'Île-de-France, mais sur le site de l'Agence régionale de la biodiversité d'Île-de-France, il existe une page, l'Observatoire des abeilles sauvages, où de nombreuses ressources sont présentes sur l'identification et d'autres ressources en lien avec les abeilles sauvages. Et si vous voulez participer de votre côté pour apprendre plus aussi sur les abeilles sauvages, mais aussi apporter de la connaissance sur les abeilles sauvages et les autres pollinisateurs,
Il y a les sciences participatives, donc notamment le Speeple, où vous allez photographier pendant une fleur, un ensemble de fleurs d'une même espèce pendant 20 minutes et observer tous les pollinisateurs qui se posent sur cette fleur et vous allez les prendre en photo. Et après, vous allez les partager sur le site du Speeple et vous allez pouvoir y mettre normalement, vous pouvez aller jusqu'au genre et si je ne me dis pas de bêtises, alors peut-être que c'est que pour les experts, mais vous pouvez aller jusqu'à l'espèce. Et après, ces données donc, sont validées par les experts et permettent de faire de compléter certaines études sur les pollinisateurs et avoir des études sur les relations pollinisateurs et plantes. Et enfin, si vous voulez des informations sur les pollinisateurs en général, il y a un site internet donc, qui s'appelle Pollinisateur Ressources. C'est une page web qui a été faite à partir de, qui est faite grâce au plan national en faveur des insectes pollinisateurs et de la pollinisation, et de l'axe 3 de ce plan national qui est de favoriser les pollinisateurs dans les aménagements. Et donc, vous avez différentes ressources, voilà, c'est très complet. Je vous invite à y aller. Et il y a aussi le site pollinisateur.com qui a été développé par l'OFB et Arthropologia, où vous pouvez trouver aussi d'autres ressources sur les pollinisateurs, comment les accueillir, etc., des webinaires, des événements qui se font sur les pollinisateurs en France. Voilà, en gros. Donc, ce qu'il faut retenir sur les abeilles, c'est qu'il y a près de 1000 espèces d'abeilles en France, et l'abeille mellifère ne représente qu'une seule espèce. Il y a une grande diversité de formes, de comportements, de types de nidification, de comportements de butinage, etc. Et qu'il faut laisser pousser la végétation dans son jardin, semer local et diversifier les espèces et les familles de plantes. Et même sur son balcon, on peut aider les abeilles sauvages, en plantant par exemple du romarin, de la lavande ou d'autres plantes locales. Et bien sûr, si on a un jardin, laisser des zones nues, du bois mort, voilà, et plein d'autres outils, d'autres moyens qui permettront aux abeilles de nidifier. Merci à tous pour votre attention et on peut passer aux questions et après on pourra passer au petit quiz si vous voulez rester encore un peu.